Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité, sa plume s'est envolée vers le ciel, mais grâce à ses scénarios et ses chansons, il est toujours présent dans nos cœurs. Je veux parler de Jean-Loup Dabadi, que vous racontez dans un livre plein d'amour dans tous les sens du terme. Bonjour Véronique Dabadi. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être là et merci d'avoir écrit ce livre, Jean-Loup, tant d'amour, aux éditions de l'Archipel avec Françoise Piazza, parce que vous racontez celui qui a été l'homme de votre vie pendant des années, dont on connaît le parcours, mais pas totalement, donc on va l'évoquer dans les clés d'une vie, aujourd'hui, à travers des dates clés. Alors, le plus simple d'abord, c'est d'entendre sa voix. C'est un rêve de se dire, si un jour, dans tant d'années, longtemps, après que j'aurai disparu... c'est vrai que cette voix, on la reconnaît entre mille, hein, Véronique Dabadi. Il avait une voix très radiophonique, c'est vrai qu'il avait une aisance, ce qui n'excluait pas un travail en amont, parce que toute télévision, toute radio... Il était très sérieux, c'était toujours un éternel écolier, mais il avait une voix qui passait très bien. Oui. Et justement, la télévision, ça a commencé le 19 septembre 1959 avec une émission qui s'appelait Chez vous ce soir, qui est l'ancêtre des talk-shows, avec Michel Arnaud. Vous vous rendez compte, j'avais un mois. il évoque la sortie de Les Yeux secs, son premier roman. Oui, Les Yeux secs, son premier roman, en 1958. Après, il y a eu Les Dieux du foyer. Voilà, c'était ces deux livres. Mais alors, il n'a pas pu... il avait 18 ans, il n'a pas pu les signer s'il n'avait pas la majorité. C'est son papa qui l'emmenait chaque fois... pour la signature chez l'éditeur. C'est étonnant. Et il se trouve qu'il avait été repéré par Michel Arnaud, oui, qui avait à l'époque un cabaret chez Milor Larsouille, où elle avait repéré Gainsbourg. Et quelques années après, elle a remarqué un journaliste sportif qui est devenu Michel Drucker, qu'elle a engagé à la télévision dans Tilt. C'est fou. Hein, oui. C'était une chanteuse aussi, mais elle a fait beaucoup pour la télévision. Et il y a aussi Bouvard qui interroge Jean-Loup Dabadi dans cette émission et qui lui demande si on peut vivre de sa plume avec un premier livre. À l'époque, il n'était pas très content de ces deux livres, donc non, il n'était pas encore en position d'artiste reconnu et confirmé. En fait, il a pu vivre après, quand il a commencé à écrire des sketchs. Et donc, finalement, le point de départ de cette belle aventure artistique, ça a été Guy Bedos. Oui, on va en parler, mais justement, il faut savoir que Jean-Loup Dabadi, à 3 ans et demi, il savait lire. On lui raconte, il y avait un conte d'Anatole France, L'abeille, qu'il adorait. Oui. Et il était un élève très brillant, il était premier partout au lycée Janson. Oui, les fées étaient tombées sur ses genoux. Résultat, il partait, je crois, à la distribution des prix avec une boîte de livres. Oui, c'est ce que racontait aussi Philippe Labro, qu'il a bien connu. Il avait toujours, plein de récompenses. C'était ses livres. Voilà. Et il avait 2 ans d'avance pour le bac. Exactement. Et puis ce premier livre, il y a quand même une histoire, c'est que ce premier livre, quand il l'a écrit, il a demandé conseil à Hervé Bazin. Et je crois qu'Hervé Bazin ne l'a pas aidé. Ça s'est pas bien passé du tout. Alors, il y a eu un premier jet d'affection, un élan de sympathie, d'empathie, puis après il a dit non, cher Jean-Loup, avec ce livre, nous perdrions tous les deux notre temps. Donc c'était une première blessure pour lui. Vraiment. Oui, parce qu'il n'aimait pas ce genre de choses, de trahison. C'est-à-dire quand quelqu'un retourne sa veste comme ça, c'était pas tellement... On est fragile à cet âge-là, on est complètement... Vous savez, quand on est... comment vous dire, c'était pas un bon souvenir pour lui, c'était une blessure profonde. Ouais. Il faut savoir qu'Hervé Bazin a une particularité, il a eu un enfant à 80 ans, c'est-à-dire que son enfant en naissant est devenu grand-oncle déjà. Ah oui, ça aurait pu être la base d'un scénario. Pas ça, oui. Alors, ce qui a compté aussi dans la jeunesse de Jean-Loup Dabadi, c'est ses jeunes années à l'île de Ré. C'est vrai que ça l'a marqué. C'est sa jeunesse à l'île de Ré. Évidemment, il a connu l'île de Ré vers 3 ans, 4 ans, parce que ses grands-parents sont venus, son grand-oncle, enfin voilà, et ça a été effectivement... si on avait su plus tard, c'était les premiers petits cailloux sur ce chemin de la route du Fier. Oui, il a vécu là. C'est-à-dire qu'il est là parce que avec son grand-père, et il avait la nostalgie. L'île de Ré à l'époque, il n'y avait pas autant de monde qu'aujourd'hui. Il y avait des parties de boules, il y avait des promenades à vélo. Alors déjà, c'était une île totalement isolée. Le bout de l'île, c'était pas du tout, c'était des cailloux, c'était la campagne totale. Et bon, après, il se retrouve avec des amis, la famille Nougaro. Enfin, c'était tout un ensemble de groupes d'amis. C'était des vacances inoubliables. Voilà. Et en même temps, il se trouve qu'il y avait aussi Régine Deforge qui faisait du vélo plus tard, vous l'avez vu. Ah oui, ça c'est sûr. Et vous savez que la bicyclette bleue, qui a été un succès, ça l'a ruinée. Parce qu'elle a eu tellement de procès avec les héritiers de Autant n'emporte le vent qu'elle a perdu tous ses droits d'auteur. Il y avait aussi la maison de Johnny et Sylvie.
Vous l'avez connue, cette maison? Ah non, pas du tout. Bah, je veux dire pourquoi, parce qu'en fait, c'est Jean-Jacques Debout qui a fait acheter cette maison à Johnny. À Saint-Martin. Non, à l'île de Ré. Oui, mais à Saint-Martin, Oui. le village, la ville Saint-Martin. Exactement. Ah, bah je vois où elle est, la maison. Voilà. Oui, mais il n'est jamais venu. Ah, C'est-à-dire qu'il a voulu l'acheter, Ah, et oui. puis finalement, il est allé à Saint-Tropez, il n'est jamais venu. Ah, ça, je connais. C'est extraordinaire. Ouais, c'est- Alors, il y a aussi donc la l'île de Ré, la maison La Varangue, qui était votre maison. Voilà, c'est une maison qu'on a construite ensemble. Oui, absolument, la Varangue. Et il y avait des choses très particulières. C'était des vitraux qui provenaient de son grand-père. C'est une très jolie histoire. Jean-Loup, fou de rugby, hein, entre autres. Nous sommes à Grenoble. Je vais à une brocante et je devrais me faire un dernier de brocante d'ailleurs. Parce que bon. Et là, je trouve des vitraux. J'appelle Jean-Loup. Qu'est-ce que ça te parle, ces vitraux? Il me dit, bah, écoute, oui, effectivement, on avait des vitraux à la tronche dans la maison de mon grand-père. Et donc, je demande au monsieur, mais écoutez, monsieur Vitraux, vous avez une idée de ça peut venir? Parce que mon mari me parle bah, écoutez, ça vient d'une vieille succession, famille d'Abadie. Alors, comme disait Jean-Loup, mon chéri, il disait, ah, bah, les chaussettes me glissent, parce que franchement, c'est incroyable, l'histoire. Et ils sont dans la maison, oui. C'est extraordinaire. Ah, c'est ça. une histoire unique, vraiment. Alors, il y a aussi une femme unique que vous évoquez, c'est la mère de Jean-Loup Dabadi, Madalena, qui est un personnage incroyable, Véronique oui. Dabadi. Ah oui, j'ai eu la belle-mère la plus délicieuse du monde, qui était une artiste déjà très gaie, qui avait travaillé pour la maison Paul Becher, qui voyageait aux États-Unis pour ce travail-là. Et puis donc voilà, une femme délicieuse. Si on a par exemple une anecdote, on cherchait un mot, on l'appelait à 2h du matin, elle avait la réponse. On faisait des parties de Scrabble endiablées, mais elle était très 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 gentille, très douce, très présente. Vraiment, c'était un amour de femme. C'est elle qui a trouvé le prénom de Jean et Lou pour les associés. Oui, oui, oui. Même qu'ils sont trompés quand ils sont inscrits son prénom. Ils ont dû retourner à la mairie. C'était un autre nom. Il y avait un problème sur le loup. Oui, c'est elle qui a trouvé ce prénom, oui. Et je crois qu'enfant, elle racontait une histoire qui touchait Jean-Loup Dabadi, c'était la chèvre de Monsieur Seguin. Oui, oui, ça le touchait beaucoup, évidemment. Pourquoi? Ah ben, écoutez, là, j'étais pas non plus à côté de lui, mais bon, c'est une histoire qu'il affectionnait particulièrement. Mais comme je peux vous dire, je ne sais pas. Ça, je sais qu'il m'en avait parlé, mais à partir de là... Voilà. Alors, il se trouve aussi une chose qu'on ne sait pas. Bon, elle a travaillé à Radio Luxembourg, Tout Madalena, à fait, oui. et elle a découvert quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un passait dans la rue chercher du travail, elle lui a trouvé du travail, elle l'a engagé, et c'était Zappy Max. Et c'est comme ça que Zappy Max a démarré grâce à la mère de Jean-Loup Dabadi. Ah oui, oui, oui. Qui est vedette de la radio. C'est incroyable. Et elle a fait aussi cette chose-là pour la compagne de Robert Charlebois, qui était donc la belle-sœur de Jean-Loup. Oui. Et elle a travaillé aussi grâce à elle dans une radio aussi. Alors, il se trouve que elle était aussi au Racing et elle faisait des parties de double à un âge très avancé. Bah, c'était une passion. S'il y avait par exemple, Roland Garros, c'est dans nos horaires, mais quand il y avait le tournoi aux États-Unis, elle était dans la salle à manger, elle regardait en décalage horaire. Elle jouait en double, alors elle adorait le Racing, elle retrouvait ses amis. Après, elle s'installait dans un des jardins, et elle avait cet humour qui était absolument tordant, pleine d'humour, pleine d'esprit. Et là, ils devisaient ensemble, et elle disait, bah là, nous sommes dans le boulevard Arago. Oui. Parce que bon, il critiquait un peu les gens qui passaient, il taquinait, c'était un jeu de mots absolument charmant. Et le boulevard Arago, en fait, c'était le titre de la première chronique de Carmen Tessier, Les potins de la commère. Ah oui. Car Pierre Lazareff avait remarqué les columnistes aux États-Unis et il avait engagé Carmen Tessier pour raconter les potins. Ah voilà. Et Pierre Lazareff a beaucoup compté aussi dans la vie de Jean-Loup Dabadi. Bien sûr, c'était le choc de sa vie sur le plan journalistique. Évidemment, c'était une immense rencontre pour lui. Oui, parce que je crois qu'il a travaillé pour Candide et François en faisant des reportages en tout genre. Il était pigiste, il faisait des reportages, oui, absolument. Oui. Il a fait des reportages, je crois, notamment quand Johnny Hallyday a quitté l'armée, il était là. Il a fait le reportage. Eh ben, j'ai tout un journal dans la maison à l'île de Ré. J'ai 7 pages, j'ai ce journal. Voilà. Et il était vraiment... Et là, ça lui a appris son métier de faire ce genre de choses. Oui, oui, oui. Mais il se sentait fondamentalement journaliste et ça l'a servi toute sa vie dans la construction de ses chansons, de ses pièces. C'est une chose qui ne doit pas vous quitter, généralement. Bien sûr. Mais en même temps, ça lui a donné un réflexe de curiosité qu'il a conservé. Complètement, exactement. Très, très, très à l'affût des choses, très observateur, très rapide. La synthèse. Et puis, il y a le père de Jean-Loup Dabadi, Marcel, et on ne le sait pas, il a écrit des tas de chansons pour Maurice Chevalier, pour Jean Sablon et pour d'autres. Les frères Jacques. Les frères Jacques aussi. Oui, bien sûr, oui, oui, oui.
Ah oui, oui, enfin, Jean-Loup est un enfant de la balle, on peut dire, mais c'est vrai qu'il a vu son père travailler pour ces artistes. Et bon, voilà, de temps en temps, il y avait un peu de relâchement. Enfin bon, il fallait travailler. Oui, parce qu'on lui demande une chanson, il ne la faisait pas forcément. Exactement, c'était un petit peu un souci pour la famille plus tard quand même. Oui, et il faut savoir aussi que Jean-Loup a été très marqué par la séparation de ses parents. Ah, le mot est faible, hein, vraiment. Oui, ça a été quelque chose d'assez... comment dirais-je, ça a partagé son cœur, son âme, et ça a peut-être une influence, on peut dire, sur son œuvre. On quitte jamais son enfance, son adolescence. Alors évidemment, ce divorce, certes, il l'a vécu d'une façon très douloureuse, mais en même temps, ça a été quelque chose qui l'a peut-être nourri dans son parcours. C'est-à-dire ? Bah, vous savez, on écrit des chansons. La chanson d'Hélène, c'est la séparation. Il y a beaucoup de choses, des chansons, c'est la séparation, c'est la tristesse, c'est l'abandon. Donc voilà, c'est quelque chose qui est récurrent. Beaucoup. Vous en parlez, il en parlait quelquefois. Oui, il m'en parlait, bien sûr, bien sûr. C'était pas un sujet facile. Quand il avait appris le soir où quand son père partait, il était tous ses vêtements, il était complètement trempé d'émotions. Oui, c'était difficile. C'était très difficile parce que sa mère a pleuré longtemps. Son père est parti avec cette personne. Bon, voilà. Mais heureusement, Nettie avait une nature extrêmement, dynamique, résilience. Et donc, elle avait ce travail chez Paul Becher. Elle a pu voyager aux États-Unis. Elle est allée en Angleterre. Elle avait une nature et ça l'a sauvée. Et puis, il y a d'autres moments importants dans la vie de Jean-Loup Dabadi. Et il y a une date aussi clé, c'est le 7 juillet 1974. On en parle dans quelques instants avec Véronique Dabadi. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Véronique Dabadi. Vous signez avec Françoise Piazza chez l'Archipel Jean-Loup Tandamour. Jean-Loup, c'est Jean-Loup Dabadi, votre mari, et son parcours qu'on évoque aujourd'hui. Et si je parle du 7 juillet 1974, c'est le jour où il est rentré en studio pour l'enregistrement de ceci. Quand j'étais gosse, haut comme 3 pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Maintenant, je sais. Il est devenu un classique. Ah oui, c'était un être extraordinaire, Jean Gabin. Je ne l'ai pas connu, mais par procuration, Jean-Loup m'a raconté comment s'est construite cette chanson. Il voulait une chanson construite comme un plan de cinéma. Le premier enregistrement, ça n'a pas marché, il était grippé. Il est revenu une deuxième fois avec un mot d'excuse du médecin, c'était trop chaud, etc. Et après, très content, évidemment, des résultats. Jean-Loup, faut que je vous dise une chose. Alors donc, avec son accent, je suis devant les Pink Floyd et derrière Claude François. Il l'a appelé comme un enfant, un gosse tellement... Oui, c'était une belle aventure. Oui, il disait, mes mômes sont fiers de moi parce que je suis au hit parade. Il était au hit parade, oui, il y avait un top 50 à l'époque. Alors, il se trouve qu'au départ, c'est une mélodie irlandaise, But Now I Know, et on propose à Jean Gabin, qui accepte d'écouter le texte parce que c'est Jean-Loup Dabadi. Il disait toujours, si c'est le môme Dabadi, je fais. C'est curieux, hein. Et il le reçoit, et vous le racontez dans ce livre, Véronique Dabadi, en charentaise. Oui, c'était... Et comme disait Jean-Loup, il avait la bâche, c'est-à-dire la casquette, les charentaises, la robe de chambre, et puis voilà, c'était très nature, hein. Mais on a oublié que finalement, d'abord, Jean Gabin, il a chanté bien avant d'être comédien. Il a débuté avec Miss Tinguette dans une revue qui s'appelait Allô, ici Paris, où il chantait la Java de Doudoune. Et s'il est devenu comédien, c'était uniquement pour gagner un peu d'argent dans un film Chacun sa chance. Il ne pensait pas faire une carrière. Mais non, bien sûr, il a commencé comme ça, puis après, effectivement... Mais il a souffert aussi de cette coupure. À un moment donné, Jean Gabin n'a pas tourné pendant longtemps. Bon, il était évidemment dans l'armée, il a fait son service. Et après, pour revenir aux affaires, ça n'a pas été facile. Mais bon, après, je pense que c'est du temps perdu pour un artiste comme ça, qu'on lui ait pas donné tout de suite au retour de son armée l'occasion de beaux films. Enfin bon, il nous a donné des pépites aussi, cet homme-là. Alors, la musique, je crois que Jean-Loup Dabadi l'a découverte grâce à son grand-père qui aimait l'opéra et le classique. Oui, alors son grand-père avait 2 choses dans sa vie fondamentales. Il tenait un cabinet dentaire, ce qui est assez révolutionnaire à l'époque. Il y avait 5 cabinets. Et dans son temps de relaxation, on peut dire, de charme, de vie, il aimait chanter, donc il était à l'Orphéon de Grenoble, mais c'était des airs d'opéra, hein, c'était sérieux. Et après, il perdait la vue progressivement, et Jean-Loup lui faisait la lecture de ses partitions. C'est comme ça que petit à petit, Jean-Loup est un petit peu rentré aussi dans le monde de la musique, mais il n'a jamais écrit de musique, mais il était très sensible à cette discipline, monsieur. Et la première chanson qui a été enregistrée, c'est celle-ci. Ce soir elle ne rentre pas, je ne sais plus, je ne sais pas.
Elle écrira demain peut-être, nous aurons une lettre. Ça, je crois que cette chanson a été faite lorsque Reggiani a téléphoné à Jean-Loup Dabadi 4 jours avant de faire Bobino. Voilà, alors cette chanson, pour la petite histoire, j'avais 9 ans. J'ai dévoré cet album de chez Jacques Canetti, je le dévorais. Et c'était dans les pick-up où il y avait tout, la radio, Et effectivement, cette chanson, elle a vu le jour où il y avait donc une urgence dans l'écriture. Et il fallait, en 4 jours, il l'a écrite pour Reggiani et qu'il l'appelle et lui dit « Écoutez, je cherche quelqu'un qui pourrait écrire une chanson. » Mais Jean-Loup, je dis « Je ne sais pas. » Mais c'est pour ça que je vous appelle. Donc, lancez-vous. C'était un challenge incroyable. Et donc, le petit garçon est né. Ouais. Et ça a été, je crois, le tube de l'été cette année-là. Tout à fait, c'est le tube de l'été, absolument. Mais pour lui, c'était une chanson qui n'était pas aboutie. Elle n'était pas finie. Il y avait des... Nous sommes là ce soir seuls. Il y a pas de... Bon, pour lui, elle a été ce qu'elle a été, magnifique, mais dans l'absolu, pour le puriste qu'il était, elle n'était pas terminée. Il faut dire que Serge Reggiani, à l'époque, faisait Bobino parce que Oui. Barbara lui avait demandé. C'est ça. Mais Barbara lui avait dit, tu feras Bobino parce qu'elle le connaissait à peine, Oui. mais à condition que tu prennes des cours de chant parce que tu chantes comme une patate. Ah et oui. il a pris des cours de chant, Reggiani, avec Oui. la prof de Barbara. Ah ouais, d'accord, très bien. Alors, il se trouve aussi que ça, c'était la première chanson. Et puis, on a eu beaucoup d'autres, dont celle-ci. Je me souviens, moi, de ce musicien. C'était l'automne à la maison. Je me souviens, moi, de ce musicien. C'était l'automne sur son violon. Dans la maison vide, chanson magnifique de Michel Polnareff. Et il avait écrit jour après jour. Et il a rencontré Polnareff qui, pour lui, était un personnage lunaire, Véronique Dabadi. C'était un chanteur à part. Il avait une voix d'ange. Il avait un parcours musical absolument éblouissant. Évidemment, il est parti, il a quitté sa famille. Il se retrouvait sur les marges, comme on sait, de Montmartre. Mais c'était un homme d'une qualité, je dirais, à part par rapport à tous les autres, parce qu'il était très, très musical et très exigeant. Et quelquefois, il pouvait recommencer 30 fois la chanson. Il a poussé Jean-Loup à écrire des choses. Ben voilà, ça a donné ce que ça a donné, mais ils ont eu une longue collaboration et je regrette bien que ça n'ait pas pu se faire plus longtemps. Oui, parce qu'en plus, Polnareff était tellement précis. Il a resté pendant 2 ans aux frais de la maison de disques Royal Monceau à Paris. Ça, c'est sa période noire. Voilà, ça, et pour le retrouver, c'était facile. Il fallait aller au bar à 14h et il recevait tout le monde en tenue de jogging. Et le disque n'a jamais abouti, hélas. Non, mais il était vraiment dans un tunnel. Cet homme, il souffrait de ses yeux. Il a trouvé le chirurgien qui lui a redonné, comment dirais-je, la vie à ses yeux. Ça, c'était un autre homme après, mais je peux imaginer vraiment ses angoisses. Hein. Alors, l'histoire des fesses de Polnareff aussi, que vous évoquez dans ce livre, il y a une anecdote très vraie. Comment l'idée est née? Il faisait faire ses costumes de scène chez François et Maïté Gerbeau, et le pantalon, quand il est prêt, il n'arrive pas à le mettre, il est trop petit. Ah oui. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de montrer ses fesses au public. Ah, je pensais qu'il y avait une connotation par rapport aux impôts, et la France, je fais ce que je veux et je pense ce que je veux. Non, c'est tout à fait autre chose. C'est d'un ordre vestimentaire. Exactement. Je pensais que c'était plutôt une réplique au système et aux impôts et je fais ce que je veux. D'accord. C'est une erreur du créateur. Et puis, il y a quelqu'un aussi qui est très important dans la vie de Jean-Loup Dabadi et pour nous aussi, et on l'a reçu plusieurs fois dans les clés d'une vie. Il a chanté ceci. Julien Clerc est arrivé dans la vie de Jean-Loup Dabadi par Bertrand de Labbé. Il disait il faut renouveler, après ce n'est rien. Oui, alors cette chanson, au début, notre Julien adoré national a toujours une petite réticence quand c'est des sujets un peu comme ça. C'était pareil pour l'assassin assassiné. Et Femme, je vous aime, il avait une petite réticence. Je ne veux pas passer pour un Casanova. Je suis passé. Jean-Loup lui a quand même expliqué, comme Bertrand, que c'est un autre domaine qui est traité ici. Et une autre histoire dans l'histoire, c'est que Miou Miou lui disait non, je ne veux pas chanter Femme, je vous aime, faut chanter Femme, je t'aime. Alors donc, oui, qu'ils étaient mariés à l'époque. Oui. Non, mais après, vous imaginez, c'est incontournable dans tous ses concerts, c'est une merveille. Et puis, merveilleux, Julien. Alors, il est venu un soir dîner chez vous et il y a une anecdote à l'heure du dessert. Il y a des framboises qui... Ah, ça, c'était dans sa période de régime. Il était venu pour les francopholies, on l'avait reçu. Il faisait un régime, donc on lui avait fait un repas. Il avait tout pesé jusqu'aux framboises. On a bien ri avec ça, oui. Il y avait une complicité que Jean-Loup Dabadi écrivait
pour des interprètes qui devenaient des amis. Ils ne pouvaient pas écrire autrement. Non, que ce soit au niveau théâtral, au niveau cinématographique, chanson, il fallait qu'ils soient effectivement en phase avec ces personnes-là, les connaître, les ressentir. Oui. Et puis il disait une chanson, c'est un scénario de 3 minutes. C'est un scénario, absolument, c'est un scénario, c'est une histoire. Au début, au développement, conclusion, c'est un petit scénario, effectivement. Mais en même temps, il faut écrire l'histoire. Vous l'avez vu, réfléchir à une histoire, de ne pas trouver d'idée. Femme, je vous aime, mais il ne trouvait pas d'idée au départ. Alors, Femme, je vous aime, je n'étais pas dans sa vie, mais il m'a expliqué qu'il était à Biarritz, dans la maison, et bon, voilà, il travaillait sur cette chanson. Ça tournait dans sa tête, puis un jour, bon, ça descend du ciel, puis voilà. Mais en même temps, quand il écrivait, vous l'avez vu écrire, avec ses feutres, il réfléchissait avant de trouver la bonne idée, longtemps. Il avait plusieurs étapes, il avait des feutres de toutes les couleurs, effectivement, c'est brouillon, il se donnait des annotations, il marchait dans le couloir. Oui, c'est un enfantement, on peut dire, hein, c'est quelque chose de... Oui, je l'ai vu, c'était pas spontanément, voilà, j'ai fait ma chanson, je vous la donne. Non, c'est un long travail. Hein. Et puis, il a eu un pseudonyme, ce que peu de gens savent, c'est Jérôme Dalhuy, pour passer l'examen d'entrée à la SACEM. Oui, absolument. Alors, il a dû passer un examen, j'ai pas le texte ici, malheureusement. Sur le thème du joli cœur, je crois. Joli cœur, c'est un joli texte d'ailleurs. Je ne sais même pas ce qu'est devenu ce texte, si un jour ça a été... Il doit être dans les archives de la SACEM. Non, mais je l'ai ce texte, mais je veux dire, il mériterait d'être chanté, c'est ça que je veux dire. Et pourquoi avait-il choisi un pseudonyme, il vous l'a dit? Ah, ça je ne sais pas. Je ne sais pas. L'examen d'entrée à la SACEM était obligatoire. Obligatoire. Et pour les plus grands de l'époque, il n'était pas le seul sur ce banc-là. Hein. Oui. Est-ce qu'il pensait au départ écrire des chansons? Est-ce que il vous en a parlé? Il pensait qu'il y arriverait ou pas du tout? Vous savez, c'est difficile de dire qu'il avait plusieurs choses en tête. De fait que son père, c'était difficile comme simple parolier pour la vie de tous les jours à la maison, il s'est dit un jour, je veux avoir plusieurs disciplines. Donc, il a fait des chansons, il a fait des adaptations, il a fait tout ce que l'on sait. Comme conclusion dans toute sa vie, ce qu'il a par-dessus tout aimé, c'est le théâtre. Exactement. Voilà. Le théâtre et le cinéma et d'autres choses qu'on va évoquer à travers la date du 10 avril 2008. A tout de suite sur Sud Radio avec Véronique Dabadi. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, avec mon invité Véronique Dabadi qui signe avec Françoise Piazza chez l'Archipel Jean-Loup Tant d'amour, un livre consacré à Jean-Loup Dabadi, l'homme de votre vie et qui nous manque et qu'on a tous bien connu. Alors, il y a une date importante, c'est le 10 avril 2008. C'est le jour aux Seychelles où vous apprenez une bonne nouvelle. Alors, figurez-vous, donc Jean-Loup s'était présenté à l'âge de 42 ans à l'Académie française, mais ça n'a pas abouti, parce que Jean Co s'est présenté la veille, il y a eu 3 tours, ça n'a jamais abouti. Et puis progressivement avec le temps, les années faisant, Hélène Carrère-Danco s'est dit Jean-Loup, il faudrait peut-être penser, oui, vous croyez Hélène, oh, je sais pas. Donc il se présente, et franchement on n'y croyait pas, on est parti, comme chaque année, c'était un peu le moment de mon anniversaire, on était aux Seychelles, et comment dirais-je, l'épouse de Frédéric Vitou, Nicole Vitou, nous appelle c'était 3h30, parce qu'il commence à 15h, 3h30, élu, et c'était une nouvelle extraordinaire. Jean-Loup disait, on y va en basket, on verra bien ce qui se passera. Et donc voilà, donc c'est effectivement le couronnement de beaucoup de choses. Il disait à l'Académie, voilà, on connaît pas forcément, mais je suis arrivée par les femmes et les enfants des académiciens qui chantaient ces chansons-là, et je suis arrivée avec ma famille, mes amis et tous mes personnages. Oui, car c'était important pour lui. Bon, la première fois, il n'était pas trop triste parce qu'il avait rencontré des gens fabuleux, comme Léopold Senghor. Alors, il m'en a beaucoup parlé de ces rencontres, absolument, oui, beaucoup de belles rencontres, oui. Mais bon, voilà, c'était pas le moment, vous savez, je crois qu'il y a des choses qui arrivent et qui arrivent aussi plus tard. Et puis il faut savoir que les académiciens vous reçoivent très poliment, mais ça ne veut pas dire qu'ils votent pour vous. Ah ben ça, il y a toujours un petit suspense. Il avait une vague idée qui avait voté ou pas. Mais enfin, il dit, une fois que nous sommes reçus, nous entrons dans cette cour merveilleuse de ces grands esprits et voilà, tout se passe très bien. Voilà, il est élu au fauteuil numéro 19, qui est celui de René Clair. Chateaubriand au début. Oui, c'est pas rien. Voilà. Il a fait l'éloge de Pierre Moineau, qui était un commissaire à la Cour des comptes.
Il a dû lire 13 livres dans ce domaine, la chasse, tout ça. Bon, bah voilà. Mais oui, il était élu après le fauteuil de Pierre Moineau. Oui. Voilà. Et je crois qu'un autre cinéaste, c'est Marcel Pagnol, qui avait été élu quelques années auparavant. Oui. Alors lui, il avait un peu intrigué pour venir à l'Académie. Oui. Et surtout, il a été le premier à faire rentrer les caméras de la télévision à l'Académie française, ce qui ne se faisait pas. Ça, je ne savais pas. Et Ouais. oui, donc Jean-Loup Dabadi, on le voit recevoir son épée, on voit avec son costume. Ça ne se faisait pas avant Marcel Pagnol. Ah oui, d'accord. Alors c'est vrai qu'aussi il y a la tradition de l'épée et du costume. Ça aussi c'est quelque chose qui a été compliqué à vivre, facile et compliqué en même temps. Non, c'était que du bonheur, de l'honneur. Donc c'est Marc Fumaroli qui lui a remis donc cette épée avec un très beau discours. Le costume, c'est la maison de Cheruti qui nous a énormément gâtés. On est allé dans les ateliers de Monsieur Le Sage. Enfin, c'était magnifique, c'est un enchantement, quoi. Oui, en même temps, sur l'épée, il y a ses 3 enfants. Ah bah, sur l'épée, il y a tous les symboles qu'il aimait dans la vie. Il y a le prénom de ses enfants. Et il y a également les symboles qui donc illustrent le théâtre, le cinéma, la chanson. Il y a des paroles de Julien Clerc qui sont gravées du côté nacre. Mais elle est ma préférence à moi. Il y a beaucoup de choses. Il y a l'éléphant qui était son animal adoré. Et j'ai l'honneur d'y figurer dans un petit médaillon. L'honneur ou le bonheur plutôt? Moi, je dirais l'honneur, parce que c'est vraiment un beau cadeau de vie. Alors, il se trouve aussi qu'il a retrouvé Jacqueline de Romilly, qui était son professeur. Exactement. Exactement. Et on habitait dans le même quartier, elle habitait rue de Passy, on la croisait. Évidemment, Jean-Loup l'a salué, et le destin a fait qu'ils se sont retrouvés. Mais très court, elle n'est pas restée longtemps. Et alors, il y a aussi le cinéma. Et le cinéma, on ne le sait pas assez, ça a commencé avec des sketchs, notamment avec Les Parisiennes, un film d'ailleurs, qui a permis à Catherine Deneuve de rencontrer Johnny et de lier une amitié. Et puis, il y a eu une comédie populaire qui a eu son grand succès, et on ne sait pas que c'est Jean-Loup Dabadi qui l'a scénarisé. Cette comédie, il y a eu une chanson qui a été numéro 1 au hit parade. À la tête du client, on sait déjà ce qui attend. Ça, c'est totalement oublié, mais c'est... Et c'est toute une époque, malheureusement. J'aurais bien aimé en parler avec lui. Hein. Il y avait Jean Poiret, Michel Serrault et Francis Blanche qui accèdent tous les films à condition qu'il y ait un chèque... Jean Poiret, son idole absolue. C'était un personnage extraordinaire. Ah, son idole avec Mastroianni. C'était ses 2 idoles. Voilà. Et Jean Poiret, au départ, il devait être croque-mort. C'est-à-dire qu'en fait, en face de ses parents, il y avait une église. Et en voyant tout ça, il disait, c'est le métier que je vais faire. Il a fait tout le contraire. Vous savez que Jean-Loup voulait être routier. Oui. Voilà, il voulait conduire des camions. Voilà. Il a conduit, on est peu de choses. Il a conduit des carrières. Et puis, il y a un autre film qui est très important dans la carrière de Jean-Loup Dabadi. Les choses de la vie. Ça, c'était important parce que Paul Guimard est entré dans sa vie et ça a été très important pour Jean-Loup Dabadi. Absolument. Quelle rencontre, absolument. Et puis Alain Sard, toutes ses chansons pour ses films. Oui. Ce film, au départ, c'est un roman. Et puis, il faut savoir que Paul Guimard a débuté comme journaliste à la Tribune de Paris, qui était la première émission de débat à la radio après la guerre. Après, il s'est mis à écrire des livres. Et ce scénario, vraiment, l'adaptation, Jean-Loup Dabadi a travaillé en allant en Bretagne avec lui. C'était important de travailler. Vous le dites, mais encore une fois, ce sont des choses dont il m'a parlé, mais j'étais pas... Voilà, on en a parlé ensemble avec François. Et Claude Sautet, c'était pas évident, d'ailleurs, que Claude Non, Sautet... non, Claude François était un tournant... Claude Sautet était un tournant de sa vie, il voulait plus du tout faire de cinéma, donc Jean-Loup lui parle de revenir au cinéma, il lui met un scénario sur son ça s'appelle, devant sa porte. Oui. Et puis le lendemain, Claude Sautet le rappelle et lui dit, écoute, oui, on va refaire du cinéma. C'est heureusement pour nous, mais c'est drôle le destin, quand même, parce qu'il voulait plus du tout refaire de cinéma, Claude. Et je crois que Montand et Ventura avaient refusé le rôle que Michel Piccoli a pris. Ah oui, c'est des choses aussi qui existent. Et puis Catherine Deneuve devait être remise. Enfin voilà, il y a des choses qui se sont passées, ça s'est pas fait. Mais et il y a une apparition de Jean-Loup Dabadi dans le film. Ah oui, avec sa fille sur ses épaules. C'est ça. C'est étonnant, hein. Clémentine Dabadi. Et puis, il y a une scène d'accident qui a été réglée. Oui. Et la scène de l'accident, c'est Gérard Strief. Et je crois que grand cascadeur. Et Jean-Loup Dabadi a travaillé avec sa minutie habituelle à cette préparation. Oui. C'est en fait, ce film ne devait pas exister parce qu'on commençait par l'accident. C'était pas du tout bien vu. Et donc ça s'est fait comme ça, et heureusement. Et on avait demandé même au cascadeur de rouler à une certaine vitesse. Il a pris des risques. Oui.
Ça, j'imagine que Jean-Loup Dabadi avait peur de ce genre de choses en même temps. C'était aussi un risque Oui. par rapport à l'histoire. Mais il n'assistait pas. C'était pas trop son truc d'assister au tournage Donc, des films. Il n'y allait pas. Non, c'était pas son truc. Ça a évité de voir les humeurs des comédiens, disait-il. Non, mais il disait c'est pas ma place. Oui. Non, mais, même quand les comédiens se mettaient en colère. Oui, non, mais il se sentait. C'était pas son rôle. Il avait cette pudeur-là, quoi. Oui, mais en même temps, quelquefois, ça servait, parce que lorsqu'il est allé sur un tournage, Jacques Prévert, et qu'il a vu Michel Morgan, il avait écrit « T'as de belles jambes, tu sais », et quand il a vu ses yeux, il a changé immédiatement le dialogue. C'est lui « T'as de beaux yeux, tu sais ». Alors là, ça vaut le coup d'être là. Exactement. Alors, il y a aussi une histoire simple qui est née, je crois, à la Colombe d'Or, où il aimait aller. Ah, la Colombe d'Or, ça remonte à loin, parce évidemment, il connaissait le couple Montand-Signoret, il adorait Simone, c'était dans le couple sa préférence, on va dire. Mais bon, c'était un couple qui était très important, et la Colombe d'Or, oui, il a fait beaucoup de choses là-bas. Il a notamment écrit la chanson sur Valentin, et donc le fils de Montand et de Carole Amiel. Voilà, exactement. Mais il y avait beaucoup Moi, je l'ai vu même travailler sur d'autres scénarios. Là-bas, il avait une grande table, on lui installait un bureau, quel accueil, quelle grande maison. Et c'était comme de la famille. C'était vraiment, c'était le bonheur absolu. Mais ça n'empêchait pas qu'il travaillait aussi là-bas. Il apportait ses dictionnaires et ses crayons de toutes les couleurs. Et il se trouve que cette chanson qu'il a écrite pour Montand, c'est la seule trace en image qui existe de ce qui n'a pas été le dernier concert de Montand. Il n'y a pas eu de captation très officielle, absolument. Ouais. Et c'est vrai que quand on voit Valentin aujourd'hui, c'est quand même le sosie d'Yves Montand. Et même, il est très grand et c'est un gars... Je crois qu'il travaille dans l'informatique aujourd'hui. Oui, c'est ça. Il a un autre parcours. Enfin, Alors, il y a aussi quelqu'un qui a beaucoup marqué Jean-Loup Dabadi, c'est Isabelle Adjani. Ah, mais oui, bien sûr. Oui. Mais il savait... C'est pas parce que c'était mon mari, c'est mon mari. Il avait du flair sur les personnes qui allaient arriver sur les projecteurs. Donc, Isabelle Adjani, il l'avait repéré, il l'avait invité à ses deux grands échiquiers, elle en a fait partie d'un. Et donc, il avait repéré cette merveille, quoi, absolument. Il l'avait repéré, je crois que lorsque Robert Hossein l'avait fait travailler dans une pièce au théâtre de Reims, ça avait été un triomphe, La Maison de Bernarda Alba. Elle était toute jeune à l'époque. Et Hossein avait repéré, et tout de suite, Dabadi a dit « ça m'intéresse, je crois en elle ». Oui, il avait senti aussi que c'était une perle rare qui allait arriver, bien sûr. Et donc, c'est comme ça qu'est née La Gifle. Ah oui, La Gifle, effectivement, oui, avec Lino Ventura et Annie Girardot. Oui, c'est aussi un grand film, on doit dire. Et Ventura, il vous en parlait souvent, Lino Ventura, c'était quelqu'un de cher à son cœur. C'était quelqu'un de cher à son cœur, oui, il avait quelques comment dirais-je, totems d'amitié comme ça, mais Lino était très important dans sa vie, oui. Bien sûr, bon, il y a des petites anecdotes comme ça, mais bon, quand il avait reçu le prix Louis de Luc, il n'avait pas pu accompagner Jean-Loup à la Fouquet's avec ses amis, mais il avait ces petits moments où il avait aussi son petit caractère, Lino, mais c'était un grand monsieur, et Jean-Loup l'adorait passionnément. Ouais. En fait, je crois qu'ils étaient à table en train de manger et que Lino a dit je préfère manger chaud que d'ailleurs sur Je vous laisse y aller, j'aime manger chaud. Jean-Loup, il disait j'aurais préféré 2 claques, mais bon voilà, ça s'est passé comme ça. Oui, il avait des moments comme ça, c'était. Oui. Et puis il y a Yves Robert avec Un éléphant sa trompe et nous irons tous au paradis. Oui. Ça, c'est quelque chose de très important. Ah oui, très important. Bien sûr, c'était un trio, hein, Claude Sautet, Yves Robert, Jean-Loup, c'était un trio, ils se voyaient tous les week-ends. Et puis donc Jean-Loup joue au tennis aussi avec sa bande de potes. Donc il joue au tennis avec cette bande d'amis. C'est comme ça que c'est venu le thème du tennis avec ces 4 personnages que l'on sait délirants de... Enfin bon voilà quoi, le film. Parce qu'il y avait la partie de cartes, c'était déjà fait par Pagnol, il fallait trouver autre chose. Oui, c'est ce qu'il disait. Il faut que je trouve quelque chose qui réunisse des potes qui s'entendent bien et un sport populaire et que les gens se sentent concernés, quoi. Ouais. Mais ces 2 films ont été des triomphes. Oui. Et c'est devenu des classiques. Oui. Ce qui a surpris Jean-Loup Dabadi, est-ce qu'il pensait que ça deviendrait des classiques ou non? Je ne peux pas vous dire, hein, de toute façon. Vous n'en parlez pas. C'est-à-dire que chaque fois qu'on les revoyait ou ça passait à la télévision, on nous disait, mais j'ai vu l'autre. On sentait que ce succès était toujours présent, quoi. Ça n'avait pas vraiment vieilli beaucoup, même pas du tout. Et c'est ça aussi, c'est parce qu'il avait écrit pour des copains. Oui, c'est les copains de tennis. Oui. Et je sais aussi qu'il y avait un 3e volet qui devait être tourné, qui n'a pas pu être tourné. C'était des années après, et donc ils étaient prêts, mis à part Rochefort, voilà, qui n'a pas voulu
Une l'aventure, c'est dommage. Hein. C'est dommage. C'est dommage parce que Gaumont, tout ça, tout le monde suivait. Hein. Exactement. Il y a une anecdote aussi parce que il se retrouvait au Moulin de la Guéville régulièrement, qui était celui de Yves Robert et de Daniel Delorme. Oui. Et Jean Carmet et Blier y allaient souvent. Et moi, je me souviens d'une scène où Blier s'apprête à partir. Donc il est en bas dans la voiture et Jean Carmet, qui faisait des farces sans arrêt, prend un seau d'eau et du premier étage lui déverse un seau d'eau sur la tête. Ah oui. Blier ne dit rien. Oui. Il s'attendait à ça. Il ouvre le coffre. Il avait un costume de rechange. Ah, c'est la grande classe, bien sûr. Ça aurait pu être une scène de Jean-Loup Dabadi. Oui, tout à fait. Alors il disait aussi que une chose importante, les acteurs sont les souffleurs des auteurs. Oui, il était toujours inspiré par ces artistes. Quand il allait au théâtre, il apprenait toujours, il remettait des choses en place. Enfin, il se nourrissait toujours des choses qu'il avait écrites. Mais bon, c'est vrai que c'est la phrase qui ressortait souvent. Il y a d'autres phrases que vous évoquez dans ce livre dont on va continuer à parler à travers la date de sa sortie, le 7 mai 2024. A tout de suite sur Sud Radio avec Véronique Dabadi. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Véronique Dabadi, qui a signé avec Françoise Piazza Jean-Loup, tant d'amour chez l'Archipel, un livre où vous racontez donc Jean-Loup Dabadi. On a commencé à l'évoquer, mais d'abord, pourquoi avoir fait ce livre aujourd'hui ? Je l'ai fait aujourd'hui, alors évidemment, c'était difficile au moment de son départ, la Covid, tous... on essaie de s'organiser une vie barricadée et on part à l'île de Ré. Et 15 jours après, mon mari s'éteint. Il n'y a pas eu à part des émissions de radio, notamment ce matin, j'étais à l'émission de Pascal Praud, il en avait parlé, ou d'autres radios. Mais il n'y a pas eu, à proprement dit, quelque chose de solide sur son départ, sur sa vie, son œuvre. Donc ce livre, c'était comme un impératif du cœur. Et j'avais besoin de continuer, je voulais toujours qu'il soit là, qu'on parle de lui, qu'on continue toujours à en parler. Et donc ce livre, c'est une merveille parce qu'il est né d'une rencontre par l'intermédiaire d'une amie avec Françoise Piazza, qui avait déjà écrit des livres que l'on sait sur Juliette Gréco, Barbara, Francis Huster. Et donc je me dis, c'est la bonne personne, c'est le bon moment. Et ben il a fallu attendre 4 ans, voilà, c'était comme ça. Alors, vous racontez notamment dans ce livre votre mariage dans le quartier de son enfance, un 19 décembre. 19 décembre, Jean-Loup voulait se marier l'hiver. Il voulait les couleurs, les lumières qui s'éclairent dans les rues. Donc, on s'est mariés en plein hiver. On a eu très froid, mais c'était un bonheur absolu. Voilà. Et on comprend à la lecture de ce livre une phrase de Pauline Carton, et vous dites elle l'appelait l'enfant au sourire permanent. Et c'est vrai que ça a été un grand enfant toute sa vie, Jean-Loup Dabadi. Toute sa vie, oui, un regard d'enfant sur les choses. Un éternel écolier, quelqu'un qui était toujours à observer, à étudier, et beaucoup d'humour sur lui-même et avec les autres. Mais oui, c'était un grand enfant et ça fait partie de ses charmes majeurs. Et il écrivait partout. Je crois qu'un jour à la Comédie Française, quand il ennuyait, il a écrit un texte. Alors, il avait toujours un petit carnet, que ce soit dans un aéroport, au théâtre, chez des amis. Ou si c'était au théâtre, il avait ce stylo qui s'éclairait, vous savez. Oui. Et il prenait des notes et tout ça. Oui, il avait toujours... Il disait, j'adore les aéroports, j'adore les gares, j'adore la ville et la rue, parce que c'est là qu'on apprend beaucoup du fonctionnement des gens, des réactions des gens, et il y a des choses qui basculent dans la fiction parce qu'elles viennent de la vie, ces choses-là. Et il se nourrissait de ça. Alors, il a joué Molière une fois à la télévision avec Adjani dans Le Grand Échiquier, mais finalement, le théâtre, c'est ce qu'il adorait par-dessus tout, mais c'est pas forcément ce qu'on retient de jour de lui. Bon, alors le théâtre, on s'amusait tous les deux à faire des essais. Il disait, heureusement que je n'ai pas été acteur dans ma vie, on aurait été à la soupe populaire, parce qu'il était pris de fou rire, en fait. Il avait du fou rire. Dès qu'il commençait à prendre un truc, et il m'a raconté des scènes mais hilarantes avec Yves Robert, mais il partait dans le couloir, il n'arrivait pas. Et donc, en fait, il a écrit. C'était mieux. Il était le premier auditeur ou spectateur de ce qu'il écrivait. Oui, c'est ça, absolument. Oui. Et puis alors, tout a commencé, il faut le savoir, au service militaire, lorsqu'il voit quelqu'un à la télévision et qu'il lui écrit une lettre, et 15 jours plus tard, à la télé, il voit ce sketch. Bonne fête, Paulette. Je vais lui dire à ma femme
Bonne fête, Paulette. Guy Bedos, il a découvert à la télévision que Guy Bedos interprétait un de ses Pendant qu'il préférés. était effectivement à l'armée, et il regarde la télévision, et il voit un petit bonhomme qui ressemble à... Petit bonhomme, c'est pas péjoratif, mais quelqu'un comme un petit Chaplin, un petit Robert Hirsch, et qui effectivement avait un tempérament sur la scène. Ça l'a inspiré. Il a écrit deux sketchs qu'il a envoyés. Émission Jean-Christophe Averti, télévision française, Paris. La lettre est arrivée. Avec le cachet de militaire. Voilà, oui. Et donc finalement, 15 jours après, rebelote, il se trouve devant la télévision et il voit son sketch qui prend vie, vous imaginez, pour lui, quoi. Et ça a été le point de départ d'une amitié avec Guy Bedos. Ah oui, une collaboration étroite avec Sophie, avec Guy. Voilà, c'était une bonne aspiration, tous les trois, là. Et d'ailleurs, vous racontez dans ce livre que Guy Bedos a tenté d'enlever Julien Gracq à la sortie du lycée Claude Bernard, quelque chose que tout le monde ignore. C'est fou, hein? Oui. Alors, il y a aussi une autre chose, parce qu'il y a une émission qui a fait scandale à la télévision dans les années 60, c'était Les Raisins Verts, et Jean-Christophe Averti a eu comme collaborateur Jean-Loup Dabadi. Oui. C'est étonnant, ça. Ah, c'est tout à fait étonnant, mais il a suivi Jean-Christophe. Bon, il y avait des choses, effectivement, qui étaient un petit peu sévères pour l'audimat de l'époque, enfin, disons, ceux qui regardaient ces émissions, les petits poupons qu'on passe dans la moulinette, là. Enfin, bon, mais Jean-Loup a été très franc avec lui, mais il l'a jamais lâché. Il le soutenait. Il n'avait pas du tout la même forme d'humour. Non, il c'est sûr, c'est pas la même forme d'humour, c'est sûr. Mais il travaillait quand même avec lui, oui. Il lui apportait des idées et des textes. Absolument. Et dans cette émission, moi j'ai un souvenir d'enfance, c'est une vieille dame qui s'appelait Louise Petit, qui avait la tremblote, qui jouait dans un cabaret où ces trois petits vieux qui s'appelaient Chez nous, et c'était monstrueusement laid, mais le public était là tous les soirs parce que elle était passée à la télé dans Les Raisins Verts. Ah, oui, c'était scandaleux. Et puis il y a eu aussi, il n'aimait pas les comédies musicales, mais il a quand même un jour collaboré à un succès dans la chanson. C'était tout au bord de la mer. Sous le soleil, exactement, Anna Karina. Oui, Anna Karina. Oui, parce qu'on pense beaucoup à Anna Karina, Jean-Luc Godard, mais il y a eu Jean-Loup Dabadi aussi. Oui. Non, il n'était pas très fervent d'écrire des comédies musicales. D'ailleurs, Richard Cochant a tenté de lui proposer un projet comme ça, mais c'était pas son univers, effectivement. Mais en même temps, ça a été au départ un téléfilm, je crois, avec Jean-Claude Brialy. Et c'est comme ça que la chanson est née. Mais c'était quelque chose qui a marqué les gens ensuite. Et puis, il y avait Jacques Villeray. Et Jacques Villeray, ça a été aussi un bonheur et puis une grande tristesse d'un gâchis. Ah oui, il est parti beaucoup trop tôt, notre Jacques, bien sûr. Alors, on le voyait à l'île de Ré, on le voyait avec Jean Becker, on a eu des moments formidables avec cet homme. Et bon, voilà, après, il a écrit des sketchs, comme on connaît. Les félicitations, c'est une vérité incroyable en plus. Oui, mais en même temps, c'était un personnage double. C'est-à-dire qu'il aurait mérité de faire une plongée. Il disparaissait. Moi, je me souviens d'un jour où Francis Weber me dit on a perdu Jacques Villeray. Et par hasard, 3 jours plus tard, je vais dans un cabaret de Montmartre, il était là depuis 3 jours. Ah, son petit problème, c'est qu'il avait un petit problème lié un petit peu à l'alcool. Mais un talent immense, un grand manque dans le cinéma français. Alors, je vais vous raconter une anecdote. Un soir, je suis chez moi, mon répondeur sonne, je ne prends pas l'appel, et c'était Jean-Loup Dabadi qui remerciait Jacques pour la sketch qu'il faisait de jouer à la télévision. Il a confondu, j'avais un numéro voisin de Jacques Villeray, et Jean-Loup m'a appelé en me remerciant d'un sketch. Je n'ai pas compris tout de suite. Alors, il se trouve, il y a aussi Le Vison Voyageur, qui est un classique du théâtre, et là aussi, ça doit beaucoup à Jean-Loup Dabadi. Alors donc, c'était créé par Poiret et Serrault, ils ont été 3 ans à l'affiche quand même. Je vous dis, c'était son idole, Poiret. Et puis bon, ça a été rejoué, etc. Et ça a été repris récemment avec une mise en scène de Michel Faux et Sébastien Castro. Et bon, voilà, c'était une belle aventure de revoir cette pièce. Mais là aussi, c'est une mécanique aussi, parce que Poiret et Serrault étaient extraordinaires, mais cette pièce qu'on a vue dans le théâtre ce soir, c'était une mécanique. Et ça, la mécanique, c'était très important pour Jean-Loup Dabadi. Oui, bien sûr, mais bon, voilà, je peux pas trop vous dire par rapport aux Vison Voyageurs. Moi, je les ai vus en captation à la télévision, mais bon, mais c'était la mécanique habituelle. Oui, ça. Je crois qu'il a fait copie privée pour Michel Sardou. Comédie privée. Comédie privée pour Michel Sardou et Marianne Chazelle. Là aussi, ça a été quelque chose de très précis. Il a adapté 5 pièces américaines, oui. Mais à chaque fois, adapter une pièce, c'est pas si simple. Non, c'est pas si simple. Mais il demandait toujours free adaptation, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il ait une liberté totale. Et puis, bon, il était à l'aise dans ce travail, et puis ça donnait des bonnes choses. C'est comme Madame Marguerite aussi. Il a adapté. À partir du moment où il avait les choses en main, liberté totale, voilà. Madame Marguerite, c'était le dernier grand succès d'Annie Girardot. Oui, son dernier grand succès.
Et là, il a travaillé avec elle. Comment il faisait pour travailler avec quelqu'un? Il était presque dans la peau, cette personne, pour l'écrire. Comment vous dire, il avait déjà fait des films avec elle, donc il la connaissait. Cette pièce a eu un succès dans les premières années. Elle l'a rejouée plus tard. Et c'est une pièce qui aurait pu continuer, mais qui est interdite maintenant, parce que Roberto Ataïde ne permet plus que ce soit le texte de Jean-Loup Dabadi. Pourquoi? La jalousie des auteurs? Qu'est-ce que vous voulez? Je ne sais pas, j'ai pas d'autre explication, parce qu'on me demande tout le temps, est-ce que voilà, on serait très intéressé à jouer Madame Marguerite. Je leur dis, écoutez, maintenant, c'est Monsieur Roberto Ataïde qui met une interdiction à ce que ce soit le texte de Jean-Loup. Alors, il y a une soirée que vous avez vécue, le 11 octobre 2016, la 8e édition du Festival Lumière. C'est-à-dire que là, il a eu l'hommage du cinéma à Lyon. Oui, Thierry Frémaux, merveilleux ami, et qui nous a reçus plusieurs fois donc, à Lyon. Et là, effectivement, il y avait un hommage merveilleux pour Jean-Loup, heureusement. Et même Guy était venu le voir. C'était un moment assez... Bedos, oui. Et oui, Guy Bedos était venu sur la scène, donc on les a vus tous les deux. Il y a eu une masterclass, enfin bon, voilà. Oui, une masterclass au cours de laquelle il a expliqué aux jeunes ses secrets de fabrication. En disant comment on travaille un personnage, comment on met une voix off sur un dialogue. Oui, ça c'était son truc. Jean-Loup, il aimait beaucoup les voix off. C'était quelque chose qu'il exploitait beaucoup dans son cinéma. Oui, il a expliqué beaucoup de choses. Moi, j'étais présente, effectivement, à beaucoup de fierté. Mais il avait c'était toujours l'écolier très rigoureux, sa méthode, oui, pour toute chose. Oui, mais il était en même temps aussi souriant qu'angoissé, parce qu'il avait ses angoisses. C'était une chose qui allait de pair, oui. Très angoissé, très inquiet, mais en même temps, beaucoup de dérision. On riait beaucoup dans la journée, c'était quelque chose d'assez salvateur. Mais oui, c'est un inquiet. Est-ce que ça remonte au moment de la séparation de ses parents? Je ne sais pas la genèse de ça, mais c'était un inquiet toute sa vie, oui. Mais comment peut-on être inquiet alors qu'on a tant de talent et qu'on a tant de réussite et qu'on sait que de toute façon ça va marcher? On ne sait pas que ça va marcher. Non, il y a toujours la période probatoire, mais enfin bon, ça fonctionne. C'était des contrastes. C'était en lui. C'était la tristesse, l'humour, le rire, l'inquiétude. Il fonctionnait comme ça. C'était quelqu'un qui était yin et yang, on va dire, tout le temps. C'est quelque chose qui fonctionnait comme ça. C'était sa nature. Oui, mais je crois que mélancolique qu'il était. Voilà. Mélancolique. Moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi élégant dans la tenue que dans les mots. C'était l'élégance. Ça, vous avez raison de le dire. Très élégant, très respectueux. Très élégant. Oui, très élégant. C'était quelqu'un qui était dedans comme dehors, élégant. Et écoutant tout, quoi qu'il arrive. Ah oui, absolument. Il s'intéressait à tout. Moi, je l'ai vu quelquefois écouter des choses, alors que visiblement, c'était pas sa tasse de thé. Mais il pouvait s'impatienter, mais il le montrait pas. Il y avait des moments d'un certain dîner, je voyais qu'il se levait, il allait même travailler au bout de l'appartement. Oui. Mais il avait toujours ce savoir-vivre, évidemment. Mais bon, voilà. Et puis, il y a beaucoup de témoignages d'amis dans le livre que vous avez ajouté. C'est une grande chance. Beaucoup de gens ont répondu présents. Et même Adjani, 48 heures, elle a demandé, écoutez, ça vous ennuie pas, mais je pourrais vous répondre que dans 48 heures. Oui, si tout le monde avait été comme ça. Mais nous avons des merveilleux témoignages, des belles signatures. Oui, absolument. Vous avez voulu ces témoignages parce que ça a apporté quelque chose, un complément à ce que vous vouliez raconter? C'est-à-dire, je voulais savoir, Jean-Loup est aimé, mais je voulais savoir, est-ce que, bien sûr, il est toujours vivant dans le cœur de ces personnes, mais c'était important de mettre aussi tout son travail, qui est un lien avec tous ces sketchs et chansons, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent c'est Jean-Loup qui a écrit ça, c'est Jean-Loup qui a fait ce pièce. On met pas forcément un visage, mais on connaît ses œuvres. Donc je voulais qu'il y ait un rapport étroit, connecté entre tous ces personnages et lui, quoi. Oui, et je pense effectivement qu'il était unique et qu'on aura peut-être du mal à trouver un nouveau Jean-Loup Dabadi aujourd'hui. Il est unique, je vous rassure. Ouais, et il avait une modestie aussi incroyable. Oui, non mais c'est toujours le phénomène de l'inquiétude, une modestie, oui bien sûr, toujours prêt à se remettre à l'ouvrage. Si quelqu'un lui disait dans la chanson ou au théâtre, il se mettait au travail, jamais il a dit non, il n'est pas question. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'humilité par rapport à ça. Et vous le racontez très bien dans ce livre avec Françoise Piazza, Jean-Loup, tant d'amour. Et on sent tout l'amour que vous lui portez et que nous lui portons et que nous lui conservons. Merci infiniment. Merci à vous, Véronique Dabadi. Merci Jacques pour le souvenir de Jean-Loup. Et
cette continuité, j'espère. Ne changeons rien. Merci, les clés d'une vie. C'est terminé pour aujourd'hui. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio et à bientôt.